Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Mais on commence tout de suite avec la chronique de Marion Spé. Alors rebonjour, aujourd'hui effectivement je vais vous parler de phytoplancton et de leur déplacement dans la colonne d'eau. Certains spécimens dépourvus de flagelles ont mis en place une stratégie bien particulière et parviennent tout de même à se balader de haut en bas. Ce sont les travaux de Michel Lavoie, qui est chercheur postdoctoral à l'Université Laval et qui a fait une présentation orale hier après-midi à ce sujet. Ces résultats ont été publiés dans la revue Journal of Phycology en mai dernier. Alors, mais avant de tout vous dévoiler, je voudrais vous préciser que le phytoplancton, c'est l'ensemble des végétaux aquatiques qui dérivent au gré des courants. On parle de microalgues ou d'algues unicellulaires. Alors, s'il avait besoin d'un curriculum vitae, on pourrait écrire que le phytoplancton est à la base de l'alimentation de tous les individus marins, à la base de la fameuse chaîne alimentaire. Schématiquement, il faudrait 1 tonne de phytoplancton pour produire 100 grammes de requin. On écrirait aussi que le phytoplancton est le poumon de la planète. Les premiers producteurs d'oxygène ne sont pas les arbres des forêts, même si leur rôle est primordial, c'est évident, mais c'est le phytoplancton, via la photosynthèse. La photosynthèse, voilà l'élément clé. Grâce à ce processus biochimique, les végétaux peuvent produire de l'oxygène, mais aussi fabriquer de l'énergie en synthétisant du sucre, à partir de lumière, de nutriments, de dioxyde de carbone, le fameux CO2 et d'eau. Oui, mais voilà, la lumière et les nutriments sont le plus souvent dissociés dans la colonne d'eau. La lumière se trouve logiquement en abondance proche de la surface, alors que les nutriments prolifèrent généralement dans les zones profondes. Et comme ce sont des éléments dont les microalgues ne peuvent pas se passer, eh bien elles ont mis au point des stratégies pour pouvoir se balader à la fois vers la surface pour capter la lumière et dans les profondeurs pour y trouver des nutriments. On parle de migration verticale. Et a priori, ça leur prend du temps. Je crois que ça peut prendre plusieurs jours, quelques jours pour partir de la surface et aller en profondeur près de la nitracline et encore quelques jours pour partir de en profondeur et d'atteindre la surface. Donc c'est au total 4-5 jours. Donc 4-5 jours, mais c'est pour parcourir des centaines de mètres quand même. Alors certaines microalgues chanceuses ont des flagelles qu'elles utilisent bien sûr pour se déplacer. Mais comme je vous le disais un petit peu plus haut, les spécimens qu'étudie Michel Lavoie et ses collaborateurs n'en ont pas de flagelles. Alors ce sont des diatomées géantes qui répondent au doux nom de Ethmodiscus rex. Mais alors comment font-elles pour se déplacer sans flagelles? Eh bien c'est la question à laquelle ils ont cherché et réussi à répondre. Pour ça, ils ont déterminé le coût énergétique de 3 mécanismes cellulaires connus pour jouer sur la flottabilité des algues et donc sur leur capacité à monter et descendre dans la colonne d'eau. Alors je les cite, ces mécanismes, c'est la synthèse de parois cellulaires, le remplacement des osmolytes et la gestion de la quantité de polysaccharides, autrement dit de sucre. La stratégie gagnante, je vous le dis tout de suite, c'est celle qui demande donc le moins d'énergie et qui est donc très probablement celle qu'utilisent les diatomées. Eh bien, c'est la gestion du stock de sucre. Alors, comment ça se passe? Elle est en surface, elle utilise le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone pour faire la photosynthèse et aussi la lumière comme source d'énergie. Elle fixe le dioxyde de carbone en carbone organique. Elle produit des chaînes de sucre qui sont des réserves d'énergie pour elle en surface. Elle se gonfle, oui, de ces réserves d'énergie et elle chute de plus en plus rapidement. Alors autrement dit, quand elle est à la surface, la diatomée synthétise et stocke du sucre, elle devient lourde et chute vers les profondeurs. En bas, ces réserves de sucre sont vides ou presque, la diatomée est légère et elle remonte. Michel Lavoie m'expliquait qu'en plus de ces facteurs intrinsèques qui sont capables d'influencer donc la migration verticale des diatomées, il fallait aussi compter sur des éléments extérieurs comme les turbulences ou les courants. Et comme si ça n'était pas assez complexe, les changements climatiques aussi s'en mêlent. Avec les changements climatiques, on peut s'attendre à une augmentation, il va y avoir une augmentation de température et donc on peut s'attendre à une augmentation de la stratification de l'océan. Et donc, selon les chercheurs, ça entraînerait cette stratification, donc un plus grand gradient de température qui aura des effets sur la disponibilité des nutriments qui seront plus difficiles d'accès. Alors, a priori, les temps s'annoncent rudes pour nos amis les diatomées.